Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire avec Madossi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Maintenant, installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les premiers souvenirs de Déborah n'étaient pas des jouets ou des gâteaux d'anniversaire, mais l'odeur de l'huile de friture et la fumée s'élevant de la poêle à akara, baignée de haricots, de sa mère, dans leur concession exiguë à Benin City. La maison était une structure de 2 pièces aux murs fissurés et au toit qui fuyait, coincée entre un atelier de mécanique bruyant et un petit kiosque. Chaque matin avant l'école, elle se tenait aux côtés de sa mère, retournant les boules d'akara tandis que les mouches bourdonnaient et que les clients discutaient le prix. À l'intérieur, la voix de son père s'élevait souvent au-dessus du cliquetis des casseroles. « J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent pour les frais de scolarité ce trimestre », criait-il. La frustration aiguisait son ton. Sa mère répondait doucement, « Elle est brillante, Daniel, laisse-la finir. » Déborah faisait semblant de ne pas entendre, mais les disputes s'ancraient en elle, forgeant cette peur silencieuse qu'elle pourrait avoir à arrêter de rêver un jour. La nuit, quand le générateur du voisin vrombissait et que les enfants jouaient dans le couloir sombre, Déborah faisait ses devoirs sur un tabouret en bois bas, à la lumière vacillante d'une lanterne. Parfois, son jeune frère s'assoupissait à côté d'elle, la tête posée sur ses genoux, pendant que leurs parents poursuivaient leur discussion basse et tendue dans la pièce voisine. Elle apprit tôt à marcher doucement, à écouter plus qu'elle ne parlait, à comprendre que la vie ne répondait qu'à l'effort. Un soir, alors que son père sortait en trombe après une énième dispute, sa mère essuya ses yeux et dit, « Déby, dans cette vie, tu dois être plus forte que les circonstances. » Déborah plia soigneusement ces mots dans son cœur, comme un vœu secret qu'elle ne briserait pas. L'école devint la première échappatoire de Déborah. Dans la salle de classe, il n'y avait pas de toit qui fuyait ni de factures impayées, seulement de la craie sur le tableau et le frisson de donner les bonnes réponses. Elle réalisa rapidement que le savoir pouvait ouvrir des portes que rien d'autre ne pouvait ouvrir, alors elle s'accrocha au livre comme à de l'oxygène. Tandis que les autres enfants couraient chez eux après la cloche, elle restait dans la classe vide, recopiant des notes supplémentaires, demandant à son professeur de mathématiques de réexpliquer les sujets. « Tu aimes trop ce truc », plaisanta un jour son camarade de classe, Brent. Elle sourit simplement, serrant ses cahiers plus fort contre elle. Intérieurement, elle pensait, « Je ne l'aime pas, j'en ai besoin. » L'éducation lui semblait être la seule corde lancée dans le puits où elle était née. Pour financer sa scolarité, Déborah commença à tresser les cheveux des femmes de la concession le week-end et pendant les vacances. Elle s'asseyait derrière une chaise en plastique, ses doigts bougeant rapidement à travers les cheveux crépus, pendant qu'elle calculait mentalement combien elle économiserait pour les frais d'inscription et les manuels scolaires. Plus tard, au lycée, elle commença à donner des cours particuliers aux élèves plus jeunes pour de petites sommes, ou parfois pour une assiette de nourriture chaude. Sa mère chuchotait fièrement aux voisins, « Cette fille ne finira pas là où nous avons fini. » La nuit, après que tout le monde dormait, Déborah étalait les sujets d'examen passés sur le sol et se murmurait à elle-même, « Je quitterai cette vie. J'aiderai maman. Je ne serai pas toujours en train de mendier. » Ses rêves étaient plus grands que son environnement, mais elle les portait silencieusement, prenant soin de ne laisser personne se moquer d'eux. Des années plus tard, quand Déborah termina l'université avec des notes décentes, Lagos devint la prochaine montagne à gravir. Elle arriva au parc de Djibowu avec une boîte, un petit sac de voyage et un téléphone à l'écran fissuré. Sa cousine Amy, qui vivait à Oshodi, l'accueillit au parc en la serrant fort dans ses bras. « Bienvenue à Lagos, la ville de la débrouille », plaisanta Amy en tirant sa boîte. Leur chambre commune était petite et étouffante, avec un matelas fin au sol et une fenêtre donnant sur une route principale très fréquentée. Cette première nuit, alors que les klaxons retentissaient dehors et que les générateurs rugissaient, Déborah chuchota, « Ce n'est que le début, je trouverai ma voie. » Amy hocha la tête, endormie, habituée au bruit, mais pour Déborah, c'était comme si la ville elle-même criait, « Prouve ce que tu vaux. » Elle imprima des copies de son CV avec de l'argent emprunté et repassa sa seule chemise de bureau jusqu'à ce qu'elle soit presque transparente. Chaque matin, elle partait avant le lever du soleil, rejoignant la masse de banlieusards s'entassant dans les bus, serrant son dossier. Les entretiens s'enchaînaient, ne lui laissant que des sourires polis et des « on vous rappellera ». Parfois, il ne le faisait jamais. Parfois, il disait « Nous avons besoin de quelqu'un avec plus d'expérience ». En rentrant dans la chaleur du soir, les pieds douloureux dans ses chaussures bon marché, elle luttait contre les larmes.
Un jour en particulier, après un rejet brutal, elle s'effondra au bord d'une passerelle piétonne. Peut-être que Lagos est trop grand pour moi, marmonna-t-elle. Plus tard, Amy la trouva calme et distante. Debbie, n'abandonne pas, dit doucement Amy. Les gens trouvent quelque chose ici. Toi aussi, tu trouveras. Déborah soupira, hocha la tête et régla à nouveau son réveil pour 4h30 du matin. La ville était dure, mais elle l'était aussi. Sa percée arriva un mardi après-midi, alors que le soleil était inhabituellement doux, et qu'elle avait presque décidé de sauter un énième entretien sans rendez-vous. Un cabinet de conseil de taille moyenne sur Victoria Island avait envoyé un email générique invitant les candidats présélectionnés. Déborah arriva en sueur, nerveuse et convaincue qu'il l'ignorerait. Pourtant, elle s'assit droite dans le hall, son dossier sur les genoux, murmurant une simple prière. Pendant l'entretien, elle parla doucement mais avec assurance de ses projets universitaires, de sa gestion du travail de groupe, de son goût pour donner un sens aux chiffres. L'un des membres du jury, Lester, étudia attentivement son CV. « Vous n'avez pas d'expérience, dit-il, mais vous avez du cran, je peux le voir. » Elle déglutit et répondit, « Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une chance, monsieur. Je compenserai mon manque d'expérience par un travail acharné. » 2 jours plus tard, un email arriva. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Nous avons le plaisir de vous offrir le poste d'analyste de données junior. » Elle hurla, faisant sursauter Amy. Les deux s'étreignirent fort dans leur minuscule chambre, sautant sur le matelas jusqu'à ce qu'ils se déchirent presque. Lors de son premier jour, Déborah porta sa meilleure robe de bureau achetée en friperie et s'assit à son nouveau bureau avec un mélange de peur et de gratitude. Le bureau était froid et organisé, un monde loin de la cara, de la fumée et du bruit du marché. Elle apprit vite, restant après l'heure de fermeture pour comprendre les nouveaux outils et processus. Lester remarqua ses efforts et passait occasionnellement à son bureau. « Vous êtes encore là ?» demandait-il. « Oui, monsieur » répondait-elle timidement. Petit à petit, sa confiance revint, comme quelqu'un reconstruisant une maison, brique par brique fragile. Pour la première fois, elle commença à voir un chemin clair hors de la galère. Ramon entra dans sa vie doucement, presque comme un murmure dont elle ignorait qu'il deviendrait une tempête. C'était un consultant senior engagé pour diriger un projet majeur pour l'un des plus gros clients du cabinet. Il était plus âgé, grand, avec une présence calme et soignée, et ce genre d'assurance qui n'a pas besoin de crier. La première fois qu'il s'adressa à l'équipe, sa voix était posée et chaleureuse. « Nous ferons cela ensemble », dit-il en regardant autour de lui. Lorsque ses yeux se posèrent brièvement sur Déborah, elle se sentit étrangement vue, comme s'il avait remarqué l'énergie nerveuse qu'elle portait comme une seconde peau. Plus tard cette semaine-là, il s'approcha de son bureau après une présentation qu'elle avait faite. « Déborah, c'est bien ça ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur » répondit-elle rapidement. « Vous avez présenté très clairement. J'aime la façon dont vous décortiquez les choses complexes, » dit-il. Ses joues chauffèrent tandis qu'elle murmurait un merci. À partir de là, il l'invitait parfois à assister aux réunions, expliquant certaines décisions après le départ des clients. « Vous avez du potentiel » dit-il un soir, alors qu'il se tenait près de la fenêtre du bureau, regardant la circulation avancer au pas sur Ozimbambadiou. « Vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous guider un peu. » Elle sourit, se sentant à la fois reconnaissante et méfiante envers son propre bonheur. Elle n'était pas habituée aux hommes patients, qui écoutaient quand elle parlait. Lorsqu'il lui demanda un vendredi si elle voulait se joindre à lui et quelques collègues pour dîner, elle hésita. « Je ne sors pas vraiment beaucoup » admit-elle. Il gloussa doucement. « Vous ne pouvez pas combattre Lagos uniquement avec des tableurs » la taquina-t-il. Ce soir-là, autour d'assiettes de riz et de poissons grillés, Déborah se surprit à rire plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, sans réaliser qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Ce qui commença par des dîners occasionnels et des conversations de mentorat se transforma lentement en quelque chose de plus profond, presque avant que Déborah ne puisse le nommer. Ramon commença à lui envoyer des messages après le travail, vérifiant si elle était bien rentrée, lui envoyant des articles aléatoires sur l'analyse de données, parsemant le tout de compliments. Elle essaya de ne pas prendre cela trop au sérieux. « Tu es l'une des personnes les plus disciplinées que je connaisse », écrivit-il une fois. Son cœur palpita d'une manière qui l'effraya. Un soir, après être resté tard au bureau pour travailler sur un rapport, l'électricité fut brièvement coupée, ne laissant que la faible lueur des lumières de la ville. Dans la pénombre, Ramon dit doucement, « Tu sais Déborah,
je t'admire. Tu me rappelles qu'il existe encore des gens bien. Elle déglutit difficilement, sentant une boule dans sa gorge. J'essaie juste de survivre, chuchota TL. Il répondit, non. Tu fais plus que survivre. Tu es en train de construire quelque chose. Progressivement, il commença à venir la chercher le week-end, l'emmenant dans des quartiers plus calmes de Lagos, un café caché à Lekki, une petite galerie d'art, un parc au bord de l'eau. Il écoutait quand elle parlait de Benin City, de la vente d'Akara avec sa mère, des nuits où elle pensait ne jamais quitter la pauvreté. Tu mérites de la douceur, dit Ramon un après-midi, le regard tendre. Laisse-moi faire partie de cette douceur. Les murs autour de son cœur commencèrent à s'effriter, brique par brique prudente. Ami la taquinait à la maison, disant, alors madame, quand vais-je rencontrer ton consultant spécial? Déborah riait timidement et disait, calme-toi, ce n'est pas comme ça. Mais dans sa chambre la nuit, fixant son téléphone, relisant ses messages, elle savait que c'était comme ça. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire que la vie pouvait être gentille avec elle à travers une personne, et pas seulement par le travail acharné. Charlotte fit irruption à nouveau dans la vie de Déborah comme un éclat de couleur sur une toile grise. Elle s'était rencontrée durant le NISC, service national, à Kaduna, se liant d'amitié lors des matinées froides, autour de la nourriture brûlée de la cuisine du camp, et partageant des plaintes sur leur maigre allocation. Charlotte était tout ce que Déborah n'était pas, bruyante, à la mode, spontanée, n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pensait. Là où Déborah réfléchissait avant de répondre, Charlotte parlait d'abord et s'excusait plus tard. Après l'année de service, la distance et la vie avaient réduit leur contact à des messages occasionnels. Mais quand Charlotte déménagea à Lagos, elle appela Déborah immédiatement. « Ma chérie, je suis dans ta ville maintenant » hurla-t-elle au téléphone. Elles se retrouvèrent dans un petit restaurant à Surulere, s'étreignant fort, riant des vieux souvenirs jusqu'à ce que les gens les dévisagent. « Regarde-toi, belle femme, dit Charlotte, lorgnant la tenue modeste mais soignée de Déborah. Lagos te traite bien, oh. Quand Déborah mentionna timidement Ramon, les yeux de Charlotte s'écarquillèrent. Donc tu as un homme, et tu ne me l'as pas dit, accusa-t-elle avec espièglerie, tapant sa main sur la table. Je pensais que tu étais encore marié à tes tableurs. Déborah rit, puis partagea lentement davantage, comment Ramon était plus âgé, gentil, solidaire. Charlotte s'investit rapidement. Je dois rencontrer ce Ramon, insista-t-elle. Le jour où ils se rencontrèrent enfin, Ramon fut poli mais légèrement réservé, tandis que Charlotte n'était que blagues et gestes dramatiques. Monsieur Ramon, si vous faites du mal à ma copine, je vous signalerai à Dieu, plaisanta-t-elle à moitié. Déborah rougit, embarrassée, mais reconnaissante. Au fil du temps, Charlotte se glissa naturellement dans leur vie, offrant des conseils relationnels que personne n'avait demandé, envoyant des inspirations de robe et se déclarant assistante du Saint-Esprit et conseillère en chef. Déborah lui faisait entièrement confiance, croyant avoir à ses côtés à la fois un homme aimant et une meilleure amie loyale. La demande en mariage arriva un jour qui semblait déjà trop beau. Ramon avait dit à Déborah de garder son samedi libre, disant vaguement « Je te dois un vrai rendez-vous ». Il vint la chercher vêtue d'une chemise blanche impeccable et d'un jean foncé, sentant l'eau de Cologne qu'elle lui avait dit aimer un jour. Il la conduisit dans un restaurant calme en bord de mer à Lekki, où des lanternes pendaient aux poutres en bois et une musique douce flottait en arrière-plan. Le cœur de Déborah s'emballa pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer. Tandis qu'il mangeait et parlait, elle remarqua qu'il semblait distrait, regardant autour de lui plus que d'habitude. « Tu vas bien » demanda-t-elle. Il sourit nerveusement. « Oui, je réfléchis juste. » Après le dîner, il suggéra de faire une promenade au bord de l'eau. En marchant, Déborah vit des lumières tamisées disposées en demi-cercle, puis elle remarqua une silhouette familière tenant un téléphone, Charlotte. Avant qu'elle ne puisse pleinement assimiler la scène, Ramon s'arrêta, se tourna vers elle et posa un genou à terre. « Déborah » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Tu m'as montré à quoi ressemble la résilience, ce qu'est la force tranquille. Je ne veux vivre aucune version de ma vie qui ne t'inclut pas, veux-tu m'épouser ?» Le monde autour d'elle sembla devenir flou. Les larmes remplirent ses yeux tandis que ses mains volaient à sa bouche. « Oui » chuchota-t-elle, puis plus fort. « Oui, Ramon, oui. » Charlotte couina derrière la caméra, hurlant, elle a dit oui, tout en filmant. Ramon glissa la bague au doigt de Déborah, tandis que les passants sur la plage applaudissaient en arrière-plan. À cet instant,
Déborah eut l'impression que toutes les nuits de faim, tous les CV rejetés, toutes les larmes pleurées en silence l'avaient menée à cet unique point de joie. Elle s'accrocha à lui fermement, croyant avoir enfin mis les pieds dans un avenir sûr. Une fois que les photos et vidéos de la demande firent leur chemin sur les statuts WhatsApp et Instagram, les conversations sur le mariage commencèrent de plus belle. Charlotte prit rapidement les commandes, tel un organisateur de mariage autoproclamé. Ce mariage doit secouer la gosse, déclara-t-elle un soir, étalant des magazines de mariage et des captures d'écran Pinterest dans le petit salon de Déborah. Elle choisit les palettes de couleurs or champagne et vert émeraude argumentant passionnément sur la combinaison qui ressortirait le mieux en photo. « Déby, laisse tomber tes idées simples, dit-elle avec un geste dédaigneux. Tu épouses un grand homme, on ne peut pas faire des trucs de village. » Déborah, mi-débordée mi-reconnaissante, se laissa porter par l'enthousiasme de Charlotte. Ramon acquiesçait à la plupart des suggestions, n'intervenant que lorsque les coûts semblaient trop extravagants. « Soyons raisonnables, dit-il une fois, jetant un coup d'œil à Déborah pour obtenir du soutien. Elle sourit doucement, reconnaissante qu'il semble équilibré. Les essayages de robes, les dégustations de gâteaux et les réunions avec les photographes remplirent rapidement les week-ends de Déborah. Sa mère vint de Benin City, les yeux larmoyants en regardant sa fille essayer une robe en dentelle devant un miroir. « Je ne pensais pas voir ce jour, chuchota-t-elle en touchant le tissu. Déborah lui prit les mains, répondant « On a fait ça ensemble, maman. » Charlotte allait et venait dans ces scènes comme un tourbillon, répondant aux fournisseurs, négociant les prix et postant des clips des coulisses en ligne. Tout le monde la louait, disant « Charlotte est une si bonne amie. Elle porte ce mariage sur sa tête. » Déborah hochait la tête, le cœur réchauffé. Elle se sentait presque coupable d'être aussi bénie, un emploi stable, un fiancé aimant, une meilleure amie solidaire. Certaines nuits, elle restait au lit à fixer sa bague de fiançailles, chuchotant « Dieu, je suis reconnaissante », complètement inconsciente que les mêmes mains qui lassaient son corsage et ajustaient son voile tissaient aussi une trahison dans son dos. À l'approche du jour du mariage, le stress et l'excitation se mélangèrent en quelque chose d'électrique. Déborah dormit à peine la veille, restant éveillée dans la chambre d'hôtel réservée pour elle et ses demoiselles d'honneur, rejouant dans son esprit le déroulement de la journée. Charlotte était allongée à côté d'elle, faisant défiler les réseaux sociaux. « Le hashtag de ton mariage est déjà en tendance », dit-elle fièrement. Déborah rit, le cœur léger. « J'ai toujours l'impression d'être cette fille qui vendait des akaras à Bénin », murmura-t-elle. Charlotte leva les yeux au ciel. « Ah, laisse tomber ce chapitre, tu es bientôt Madame Ramon. » Cette pensée fit rougir Déborah. Plus tard, quand les autres dormaient, elle ouvrit l'application caméra de son téléphone, souriant à son propre reflet. Une idée lui vint à l'esprit stupide, ludique, inoffensive. « Ce sera marrant », se chuchota-t-elle. Le jour du mariage, après la cérémonie à l'église et la réception, quand la musique s'est estompée et que les invités sont partis, Déborah et Ramon ont été escortés jusqu'à leur suite d'hôtel luxueuse. Elle était épuisée mais rayonnante, sa robe légèrement lourde, ses joues douloureuses d'avoir trop souri. À l'intérieur de la chambre, Ramon embrassa son front et dit « Donne-moi quelques minutes. Je dois parler à quelqu'un en bas. » Elle hocha la tête, supposant qu'il réglait des détails logistiques. Seule dans la suite, Déborah regarda autour d'elle et gloussa doucement. Elle se souvint des vidéos TikTok qu'elle avait vues de mariés faisant des farces à leur mari lors de leur nuit de noces. « Je vais me cacher sous le lit », décida-t-elle, amusée par cette pensée. Elle mit son téléphone en mode vidéo, le plaça sous le lit face à la porte, et se faufila dans l'espace étroit, le cœur battant d'excitation. « Il va être tellement choqué », pensa-t-elle, couvrant sa bouche pour retenir un rire, complètement inconsciente que ce téléphone allait enregistrer ne serait pas de la joie, mais l'effondrement de tout ce qu'elle pensait posséder. Le jour du mariage se déroula comme un rêve soigneux enveloppé de musique douce, de sourires chaleureux et de bénédictions larmoyantes. Déborah sortit de la voiture de la mariée dans sa robe en dentelle ajustée, se portant avec la grâce de quelqu'un qui croyait enfin que la vie lui avait offert un miracle. Sa mère lui tenait la main fermement, chuchotant « Mon enfant, tu y es arrivé », alors qu'elles entraient dans la salle de l'église décorée, remplie de rideaux dorés et de lustres reflétant la lumière du soleil. Ramon se tenait à l'autel, l'air soigné et princier dans son costume parfaitement taillé, souriant comme si rien au monde ne pourrait jamais ébranler son dévouement. Quand Déborah le rejoignit, il souleva doucement son voile, essuyant une larme de sa joue en chuchotant « Je suis là pour toi, pour toujours ». L'assemblée éclata en doux murmures d'admiration. Pendant les vœux, elle sentit son cœur gonfler dans sa poitrine,
croyant que tout ce pourquoi elle avait prié se déroulait juste sous ses yeux. Alors qu'ils échangeaient les alliances, Ramon serra sa main et dit « Tu es ma paix, Déborah ». Une déclaration qu'elle enfouit profondément dans son âme, inconsciente que la paix qu'elle ressentait n'était qu'une illusion attendant de se briser. La réception fut une tapisserie lumineuse de rires, de danses et d'acclamations, alors que amis et famille célébraient l'union avec une joie exagérée. Charlotte flottait dans la salle comme une coordinatrice honoraire, ajustant l'ourlet de la robe de Déborah, lui tendant un verre de Chapman, et criant des instructions au photographe pour capturer ses meilleurs angles. Déborah dansa avec sa mère, ses frères et sœurs, et finalement avec Ramon, qui la fit tournoyer doucement sous les guirlandes lumineuses. « Es-tu heureuse » demanda-t-il en embrassant ses jointures. « Oui » répondit-elle avec un sourire tremblant. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. » Les invités applaudirent alors qu'ils coupaient le grand gâteau à 5 étages sur lequel Charlotte avait insisté. Et quand ils se donnèrent mutuellement de petites parts à manger, Ramon se pencha pour dire « Ce soir, nous commençons l'éternité ». Au moment où la musique s'estompa et que la salle se vida, Déborah se sentit inondée de plénitude. Le monde semblait juste. Son cœur se sentait protégé. S'il y avait des fissures dans cette journée, elle ne les voyait pas. Elle ne voyait que la promesse, une promesse stable, brillante et confiante qu'elle croyait faite pour durer toute une vie. Quand ils arrivèrent à la luxueuse suite de l'hôtel, scintillant de lumière dorée et de pétales de rose, Déborah sentit le poids de toute la journée se poser sur ses épaules. Ramon ouvrit la porte comme un gentleman, la laissant entrer en premier. « Tu mérites cette douceur » murmura-t-il en effleurant sa taille. La chambre sentait la vanille et le linge frais, avec une bouteille de champagne fraîche posée à côté de 2 flûtes. « Je reviens dans un instant » dit soudain Ramon en regardant son téléphone. Déborah cligna des yeux, confuse, mais confiante. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Juste 1 ou 2 trucs à régler » répondit-il avant d'embrasser son front et de sortir. Elle s'affaissa sur le bord du lit, toujours dans sa robe, laissant échapper un rire doux. Le silence l'enveloppa jusqu'à ce qu'une idée la frappe. La farce stupide pour laquelle elle gloussait depuis l'aube. Elle prit son téléphone, alluma la caméra et chuchota « Voyons comment mon mari réagit ». Elle s'agenouilla sur le tapis épais, souleva le jupon du lit et glissa son téléphone en dessous, l'orientant vers la porte. Elle s'y glissa à sa suite, le dos pressé contre les lattes froides du parquet. L'espace était exigu et la dentelle de sa robe écorchait sa peau, mais elle réprima un petit rire. Ramon va être tellement confus, chuchota-t-elle pour elle-même, l'imaginant déjà appeler son nom, faire les 100 pas, peut-être faire semblant de la chercher. Les minutes s'égrenaient lentement. Elle entendit des pas lointains dans le couloir, puis la poignée de la porte s'agita. L'excitation papillonna dans sa poitrine et elle plaqua sa paume contre sa bouche pour garder le silence. Elle était prête à bondir pour le surprendre, prête à rire, prête à créer un souvenir qu'elle chérirait pour toujours. Mais ses attentes étaient encore enveloppées d'innocence, ignorant totalement que la personne qui entrait dans la chambre n'était pas Ramon seul, et que ce dont elle allait être témoin effacerait cette innocence de son cœur à jamais. La porte s'ouvrit avec un léger déclic, suivi de pas lourds et d'un éclat de rire inattendu, trop aigu, trop familier. Sous le lit, les yeux de Déborah s'écarquillèrent. Son cœur battait violemment alors qu'elle entendait une femme glousser d'un rire fort, confiant et inconfondable. « Pourquoi es-tu montée si vite » taquina la voix. Déborah se figea. C'était Charlotte. Elle tendit l'oreille, priant pour que ce soit son imagination, mais la voix grave de Ramon répondit « Je ne voulais pas qu'on nous voie ». Son ton portait une étrange urgence qu'elle ne lui avait jamais connue. Les mains de Déborah devinrent moites. Son souffle se bloqua douloureusement dans sa poitrine. Elle regarda 2 paires de jambes s'avancer dans la pièce. Les talons de Charlotte claquaient sur le sol carrelé comme de petits marteaux frappant son cœur. Charlotte rit à nouveau, se penchant vers Ramon. « Tu es incroyable » chuchota-t-elle, le ton dégoulinant de flirt. La voix de Ramon se fit basse, trop intime. « J'attendais un moment seul avec toi. » Déborah plaqua une main tremblante sur sa bouche pour étouffer le sanglot qui menaçait de s'échapper. Ce ne pouvait pas être réel. Ce devait être un malentendu tordu. Pourtant, il se tenait là, à quelques mètres seulement de sa cachette. Ignorant la mariée brisée qui les écoutait juste en dessous. La voix de Charlotte s'adoucit, presque suffisante. Elle pense qu'aujourd'hui est le plus beau jour de sa vie. Ramon gloussa. Laisse-la le croire. Elle ne sait rien. La vision de Déborah se brouilla.
Son corps semblait paralysé alors que leurs ombres fusionnaient et que la vérité se dévoilait à chaque mot insouciant. L'air dans la pièce semblait trop dense, comprimant ses poumons, l'étouffant d'une trahison trop vive pour un cœur qui croyait encore être aimé. Au moment où Charlotte gémit doucement, l'âme de Déborah se fissura comme du verre fin sous la pression. Elle voulait se boucher les oreilles, voulait désentendre tout cela. Mais leur voix remplissait chaque centimètre de la pièce. La voix de Ramon devint plus profonde alors qu'il murmurait « Laisse-moi profiter de la vraie mariée ce soir ». Charlotte gloussa doucement. « Tu es diabolique », taquina T.L. en tirant sur sa chemise. « Elle nous fait confiance à tous les deux », répondit Ramon. « C'est pour ça qu'elle ne verra jamais rien venir. » Le corps entier de Déborah tremblait tandis que ses larmes tombaient sur le sol froid sous elle. Sa robe de mariée semblait l'étouffer, la dentelle s'accrochant à sa peau comme des épines. Elle pressa son visage contre le sol, goûtant la poussière et le désespoir, incapable de concevoir que l'homme qui l'avait embrassée devant l'autel touchait sa meilleure amie lors de leur nuit de noces. Leurs mouvements au-dessus d'elle étaient insouciants et impudiques, leurs baisers bruyants, leurs moqueries plus tranchantes que des couteaux. « Elle est trop simple », murmura Charlotte, à bout de souffle. Toujours reconnaissante, toujours émotive. Ramon rit sombrement. « C'est pour ça que je l'ai épousée. Elle est facile à contrôler. » Déborah sentit quelque chose s'effondrer en elle, quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir reconstruire. Elle ferma les yeux très fort, suppliant silencieusement pour que cela cesse, mais la trahison continuait, résonnant autour d'elle comme une musique cruelle. Quand ils eurent fini, Charlotte ajusta sa robe et rit. « Tu devrais descendre en premier avant que les gens ne soupçonnent quoi que ce soit. » Ramon répondit, « Laisse-la continuer à y croire. Elle ne survivra pas à la gosse sans moi. » Ils sortirent aussi nonchalamment que s'ils venaient de discuter du dîner. Quand la porte se referma, Déborah resta figée sous le lit, le souffle court, l'esprit éparpillé. Elle y resta longtemps après la disparition de leurs pas, jusqu'à ce que le silence devienne insupportable. Et la réalité s'installa comme un couteau pressé contre son cœur. Déborah rampa hors de dessous le lit comme quelqu'un émergeant d'une tombe. Sa robe de mariée s'accrocha au cadre du lit, se déchirant légèrement, mais elle le sentit à peine. Ses larmes avaient séché en sel sur ses joues, laissant son visage tendu et brûlant. Elle saisit son téléphone avec des doigts tremblants et, malgré sa peur, elle toucha l'écran. L'enregistrement se lança instantanément. La pièce s'emplit des sons étouffés de la trahison, des rires, des mots, de la honte. Elle laissa tomber le téléphone sur le lit, ses genoux cédant sous elle. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant en morceaux. Elle reprit le téléphone, appuya sur stop et le serra contre sa poitrine comme si c'était le dernier morceau d'elle-même qu'elle pouvait encore contrôler. Elle se leva, essuyant son visage de ses mains tremblantes avant d'entamer la lente marche hors de la suite. Dans le couloir, elle se sentait comme un fantôme dérivant entre deux mondes. Les invités, qui avaient assisté au mariage, passaient sans la remarquer, absorbés par leur conversation. Elle entra dans l'ascenseur pieds nus, sa robe traînant derrière elle comme un drapeau blessé. La réceptionniste eut un hoquet de surprise lorsqu'elle traversa le hall, mais Déborah ne s'arrêta pas dehors, elle fit signe à un taxi, les mains tremblantes. « Madame, vous allez bien ?» demanda gentiment le chauffeur. « S'il vous plaît, conduisez, juste conduisez », chuchota T.L. La voiture s'engagea dans le trafic de la gosse, et elle regarda fixement par la fenêtre, voyant les lumières de la ville se brouiller dans un brouillard d'incrédulité. Lorsqu'elle atteignit sa maison, elle sortit de la voiture comme quelqu'un de trop fragile pour respirer. En entrant, elle se laissa glisser contre la porte et agrippa sa robe, sanglotant doucement dans le silence. Elle n'enleva pas la robe, elle ne mangea pas, elle ne dormit pas. Elle resta assise là, le voile de mariée toujours épinglé de travers dans ses cheveux, attendant une aube qu'elle n'était pas sûre d'avoir la force d'affronter. La lumière du matin s'infiltra dans le salon, illuminant Déborah toujours recroquevillée contre le mur dans sa robe déchirée. Sa mère se précipita la première, le souffle coupé. « Déborah, que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu ici ?» Déborah ouvrit la bouche, mais les mots restèrent douloureusement coincés dans sa gorge. Son père entra ensuite, la confusion durcissant ses traits. Avant qu'elle ne puisse rassembler la force de parler, son téléphone vibra sans fin, des messages de Ramon, des appels manqués de Charlotte et des notes vocales d'amis. Sa mère lui tenait les épaules. « Parle-nous », insista T.L. Déborah ne murmura qu'un seul mot, trahison. Mais avant qu'elle ne puisse s'expliquer, Ramon fit irruption dans la concession,
hors d'haleine, jouant la panique. Déborah, Dieu merci je t'ai trouvé, dit-il fort pour que tout le monde entende. Il s'agenouilla près d'elle, affichant une fausse inquiétude dans ses yeux. Elle s'est enfuie hier soir, dit-il à ses parents. Elle a paniqué. Je pense qu'elle a fait une dépression nerveuse. Sa mère parut horrifiée. Une dépression? Déborah n'a jamais. Ramon l'interrompit habilement. Elle agissait bizarrement toute la semaine, maman. Peut-être que le stress a eu raison d'elle. Déborah le regarda, sa voix n'étant qu'un faible murmure. Arrête de mentir. Mais Ramon se pencha plus près, chuchotant sèchement, ne dis rien. Tu vas seulement t'humilier toi-même. Charlotte arriva quelques instants plus tard, touchant le dos de Déborah avec une fausse sollicitude. Déby, que s'est-il passé? Tu nous as tous fait peur, dit-elle, le ton dégoulinant d'une inquiétude feinte. Déborah se recula pour éviter son contact, tandis que son père observait la scène avec suspicion. Mais leur performance coordonnée, couplée à l'état désorienté de Déborah, la faisait paraître instable. Les voisins murmuraient, certains secouant la tête avec sympathie, d'autres chuchotant leurs doutes. Le soir même, la version de Ramon s'était répandue comme une traînée de poudre, Déborah avait fui sa nuit de noces. Elle était instable, elle s'imaginait des choses. Le monde bascula douloureusement sous ses pieds, faisant d'elle la méchante dans une histoire qu'elle n'avait pas écrite. Retourner au travail fut comme entrer dans la fosse aux lions. Déborah avait à peine mis un pied au bureau qu'elle remarqua les regards fixes, les coups d'œil rapides, les silences soudains sur son passage. Deux collègues, Amy et Brent, échangèrent des regards avant de chuchoter. Elle s'est enfuie, le soir de ses noces. Brent secoua la tête. Ramon a dit qu'elle avait des crises émotionnelles. Déborah serra la mâchoire et continua de marcher, mais chaque pas ressemblait à une pierre pesant sur sa poitrine. Lorsqu'elle atteignit son bureau, sa superviseure, Madame Ekanim, s'approcha les bras croisés. « Déborah, puis-je vous voir dans mon bureau ?» Le ton était sec, tranchant. À l'intérieur, Déborah s'assit calmement tandis que sa patronne ajustait ses lunettes. « Je suis inquiète, commença-t-elle. Votre mari nous a informé que vous aviez des problèmes d'instabilité. » Déborah se raidit. « Ce n'est pas vrai, madame. Quelque chose est arrivé, mais je ne suis pas prête à en parler. » Madame Ekanim fronça les sourcils. « Vos performances ont été correctes, mais nous avons besoin d'un personnel émotionnellement stable pour les tâches en contact avec les clients. » Déborah essaya de parler, mais sa voix se brisa. « S'il vous plaît, ne me jugez pas sur la base de... » « Je ne juge pas, » interrompit la superviseure. « Mais la perception compte, les clients parlent. » Quand Déborah quitta le bureau, la notification de son nouveau planning tomba. Elle avait été réassignée à des tâches basiques, dépouillée de ses responsabilités majeures. Plus tard, dans la salle de pause, elle entendit Brent chuchoter, Ramon semblait si calme. « Je me sens mal pour lui. » La voix de Charlotte résonnait fort dans sa mémoire, se moquant de son innocence. Elle sentait l'humiliation monter par vagues, l'étouffant. À l'heure du déjeuner, elle s'assit seule, poussant la nourriture dans son assiette. Amy s'approcha doucement. « Déborah, je ne crois pas tout ce qu'ils disent. Tu vas bien ?» Déborah la regarda avec des yeux vides et murmura, « Je vais bien. » Mais ce n'était pas le cas. Chaque jour semblait plus lourd, chaque murmure plus tranchant. Le soir, elle fixait son reflet dans le miroir des toilettes, se demandant comment elle était devenue la personne que tout le monde plaignait, jugeait ou rejetait. Elle se sentait piégée entre la douleur et les mensonges, se noyant silencieusement dans un monde qui avait choisi son camp sans entendre sa vérité. Cette nuit-là, Déborah s'assit sur son lit. La vidéo du mariage toujours enregistrée sur son téléphone, comme une plaie qu'elle ne pouvait s'empêcher de rouvrir. Elle fixait le plafond, des larmes coulant dans ses oreilles. L'humiliation au travail repassait en boucle dans son esprit. Les regards, les chuchotements, la rétrogradation. Le silence conflictuel de ses parents la rongeait. L'hypocrisie de Ramon la dévorait. La fausse sympathie de Charlotte résonnait comme du poison. « J'étouffe », murmura-t-elle dans l'obscurité. Elle serra son oreiller contre sa poitrine et laissa les larmes couler librement. Des larmes qu'elle retenait depuis la nuit où son monde avait volé en éclats. Des heures passèrent. L'aube approcha lentement, peignant la chambre d'une lumière pâle. Déborah se sentait engourdie, vidée, creuse. Elle se leva du lit,
marcha vers le miroir et se regarda. Ses yeux bouffis, sa posture affaissée, ses lèvres tremblantes. « Si je reste, chuchota-t-elle, je vais mourir. » Les mots sortirent stables, honnêtes, effroyablement clairs. Elle prit son téléphone et tapa une lettre de démission. Pas de longues explications, pas d'excuses. Juste une décision calme de laisser derrière elle tout ce qui l'étouffait. À 7 heures du matin, elle entra dans le bureau, déposa la lettre sur la table de Madame Ekanim et sortit avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Dehors, la gosse s'agitait déjà, les bus klaxonnaient, les vendeurs criaient, les gens se précipitaient. Mais Déborah se sentait étrangement calme. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, son sac serré fort contre elle, respirant profondément pour la première fois depuis des semaines. Elle ne savait pas exactement où elle allait ni ce qui l'attendait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans les ruines d'une vie bâtie sur des mensonges. Ce soir-là, elle fit un petit sac chez ses parents et dit doucement à sa mère, « Je dois quitter la ville. » Sa mère pleura doucement, la serrant fort. « Sois prudente, » chuchota-t-elle. Déborah hocha la tête, sentant une nouvelle forme de force monter en elle. Calme, déterminée, née de la douleur, mais assez puissante pour la porter ailleurs. Déborah arriva à Port-Harcourt avec un seul sac, un cœur vidé et aucun plan à part la fuite. L'air sentait différent, moins poussiéreux, plus humide, chargé de l'odeur des rues trempées par la pluie et des bananes plantains frites par les vendeurs au bord de la route. Elle loua une chambre minuscule dans une concession près de Rumiola, un endroit avec un portail rouillé et une peinture bleue écaillée. La chambre n'avait rien d'autre qu'un petit matelas, une table bancale et une fenêtre donnant sur une rue bruyante. Elle s'assit sur le matelas, laissant le calme l'engloutir. Pour la première fois depuis des semaines, personne ne chuchotait à son sujet. Personne ne la jugeait. Personne n'attendait pour scruter le moindre de ses mouvements. Elle expira profondément, s'allongeant avec son bras sur ses yeux. « C'est mon nouveau départ », murmura-t-elle. Au cours des jours suivants, elle essaya de s'installer. Elle trouva un emploi temporaire d'assistante administrative dans un petit bureau privé. Cela payait peu, mais cela la maintenait à flot. Elle passait ses soirées à explorer la ville, regardant les bateaux glisser sur l'eau à Abuloma, marchant dans des marchés remplis de voix et de couleurs vives, mangeant du bôle, bananes plantains rôtis, au bord de la route. Lentement, la ville commença à lui sembler moins étrangère. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle avec des courses, son voisin la salua chaleureusement. « C'est toi la nouvelle, hein » dit-il avec un sourire. « Port-Harcourt, c'est pas trop dur si tu sais t'y prendre » s'abise Tandwell. Elle sourit faiblement et hocha la tête. Elle ne tenait pas encore bien debout, pas émotionnellement, mais elle apprenait. Elle évitait de trop penser à la gosse, Ramon, Charlotte et à la trahison figée dans la galerie de son téléphone. Chaque nuit, elle se chuchotait, juste un jour à la fois. Elle n'était plus la femme qu'elle était autrefois, mais elle n'était pas brisée non plus. À Port-Harcourt, elle commençait le lent processus de recoudre sa vie. Déborah réalisa bientôt que son travail administratif ne soutiendrait pas son avenir, et certainement pas ses rêves. Un dimanche après-midi, elle s'assied à sa petite table en écoutant un tutoriel YouTube sur l'analyse de données. Le monde familier des chiffres offrait un confort étrange. Elle avait toujours compris les données. C'était prévisible, logique, contrairement aux gens qui cachaient des poignards derrière des sourires. Elle décida calmement, « Je vais grandir à nouveau ». Elle s'inscrivit à des cours en ligne gratuits, SQL, Excel, Power BI, utilisant le Wi-Fi emprunté à un voisin qui tenait un centre de jeu. L'homme plaisantait souvent, « Ma fille, tu étudies trop, on dirait quelqu'un qui veut entrer au paradis », et elle souriait timidement en le remerciant. Chaque soir, après être rentrée du travail, fatiguée et vidée, elle ouvrait son ordinateur portable et pratiquait des formules, créait des tableaux de bord et regardait des tutoriels jusqu'à ce que ses yeux piquent d'épuisement. Sa petite chambre devint une salle de classe, un refuge, un lieu où les fragments de son identité commencèrent à se réaligner. Alors que les semaines s'étiraient en mois, Déborah s'améliora. Elle rejoignit des webinaires technologiques, participa à des défis communautaires et commença à partager des exemples de tableaux de bord sur sa page LinkedIn. Sa confiance grandissait, centimètre par centimètre fragile. Un soir, sa mère appela. « Déborah, comment tiens-tu le coup » demanda-t-elle doucement. Déborah prit une profonde inspiration. « J'apprends à nouveau, maman. Ça va aller. » Sa mère expira de soulagement. « Je suis fier de toi. » Ces mots furent comme un baume sur son esprit blessé.
Elle passait ses week-ends à pratiquer des projets fictifs, à rechercher des entreprises dans le secteur pétrolier de Port Harcourt et à rédiger un nouveau CV. Quelque part dans le rythme calme de l'apprentissage et de la croissance, elle réalisa qu'elle était passée de la survie à la reconstruction. Elle portait toujours les cicatrices de la trahison, mais elle ne la contrôlait plus. Elle lui rappelait seulement là où elle ne voulait plus jamais tomber. À la lueur de son écran d'ordinateur chaque nuit, elle sentait le faible pouls de l'espoir revenir dans sa vie, stable, certain, discrètement puissant. La première opportunité de freelance de Déborah arriva de manière inattendue un vendredi après-midi humide. Elle avait posté un exemple simple de tableau de bord sur LinkedIn, rien de sophistiqué, juste une visualisation claire des tendances de production pétrolière. 2 heures plus tard, un homme nommé Monsieur Hockey lui envoya un message. « J'ai vu votre travail. Pouvez-vous analyser des données pour mon cabinet de conseil ?» Son cœur s'emballa alors qu'elle tapait « Oui, monsieur. Je peux livrer dans vos délais. » Elle travailla toute la nuit sur son projet, assise en tailleur sur son petit matelas avec son ordinateur en équilibre sur un oreiller. Quand elle le soumit le lendemain matin, il répondit presque immédiatement. « C'est impressionnant. Vous êtes méticuleuse. » Ses louanges la remplirent d'une satisfaction tranquille qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Peu après, il la référa à 2 autres clients, et soudain, ces soirées devinrent un rythme régulier de tableurs, de mets et de réunions virtuelles. Certains clients essayèrent de la sous-payer, offrant des montants risibles pour des tâches fastidieuses. Elle apprit à négocier fermement. « Je respecte votre budget, disait-elle, mais mon travail mérite une juste valeur. » Certains reculaient, mais beaucoup acceptaient. Un soir, alors qu'elle livrait une analyse complexe pour une start-up de logistique, le fondateur l'appela directement. « Madame Déborah, où vous cachiez-vous » rit-il. Elle gloussa doucement, répondant « Je fais juste de mon mieux, monsieur. » Chaque travail réussi lui rappelait qu'elle construisait quelque chose de réel, pièce par pièce. Même dans sa petite chambre louée, elle sentait son monde s'agrandir. Bien qu'elle vive encore avec seulement un matelas et une table, elle se sentait plus riche en raison d'être qu'elle ne l'avait jamais été. Ce progrès discret reconstruisit sa confiance, lui faisant croire qu'elle pourrait un jour être plus forte que la douleur qu'elle avait fuie. Les mois passèrent et le nom de Déborah commença à circuler dans les groupes technologiques de Port Harcourt. Un client disait « Essayez Déborah, elle livre vite », et un autre répondait « J'ai entendu parler d'elle, elle est douée ». Bientôt, de petites sociétés de services pétroliers commencèrent à la contacter régulièrement. Ces soirées étaient désormais remplies de révisions de tableaux de bord, de nettoyage de données et de consultations virtuelles. Elle utilisa son premier paiement important pour acheter un bureau d'occasion et une vraie chaise, ayant l'impression de mettre à jour son identité. Elle ne se sentait plus comme la femme qui avait couru pieds nus hors d'une suite d'hôtels. Sa voix devint plus stable lors des réunions, ses emails plus assertifs, sa posture plus confiante. Un après-midi, son patron au travail administratif la prit à part et dit « Je vois que tu t'en sors bien. Tu n'as pas ta place derrière ce bureau pour toujours. » Déborah sourit doucement, appréciant la reconnaissance. Avec l'augmentation de ses contrats parallèles, elle finit par économiser assez pour acheter une Toyota Corolla d'occasion. Le jour où elle la ramena chez elle, les voisins applaudirent et la taquinèrent. « La patronne est arrivée » cria quelqu'un. Déborah rit timidement en se garant, reconnaissante pour chaque petite victoire. Sa vie améliorée n'effaçait pas sa douleur, mais elle reconstruisait sa force, couche par couche. Elle ne pleurait plus de manière incontrôlable la nuit. Au lieu de cela, elle examinait des ensembles de données et planifiait comment développer ses compétences. Chaque nouveau projet affirmait que quitter Lagos n'avait pas brisé son avenir. Cela l'avait redirigée. Elle devenait un nom en qui les gens avaient confiance. Et sous sa carrière montante, elle tenait une promesse silencieuse envers elle-même, plus jamais personne n'atténuerait sa valeur ou ne réécrirait son histoire sans sa permission. Déborah évolua progressivement d'une femme essayant de survivre à une femme que l'on consultait pour des solutions. Elle commença à s'habiller de manière plus intentionnelle, chemisiers impeccables, pantalons ajustés, bijoux subtils. Lorsqu'elle entrait dans des espaces de coworking ou des cafés pour des réunions clients, les gens remarquaient son élégance discrète. Un après-midi, elle révisa un vaste ensemble de données pour une entreprise énergétique de taille moyenne et présenta ses conclusions avec une telle clarté que le directeur s'exclama « Vous parlez comme quelqu'un né pour ça ». Déborah sourit gentiment et répondit « Je travaille juste dur pour comprendre ce que je fais ». Sa confiance n'était plus fragile.
Elle était solide, façonnée par chaque nuit où elle avait lutté contre le doute et choisi de s'élever malgré tout. Elle commença à mentorer 2 jeunes analystes en ligne, les aidant à naviguer dans les outils avec lesquels elle avait autrefois lutté seule. Vous y arriverez, disait-elle pendant les sessions. Continuez à pratiquer. La discipline fait des miracles. Sa vie personnelle restait calme, presque intentionnellement silencieuse. Elle ne sortait avec personne, n'entretenait pas d'amitiés inutiles et ne se laissait pas facilement impressionner. La guérison lui avait appris les limites. Chaque fois que les souvenirs de Ramon ou Charlotte s'insinuaient, elle respirait profondément et redirigeait sa concentration vers son travail. Une nuit, elle regarda le coucher de soleil depuis sa fenêtre et chuchota « Je ne suis plus brisée ». Sa transformation n'était pas bruyante, elle était tendre et constante. Elle avait reconstruit sa vie brique par brique, non pas pour prouver quelque chose, mais pour récupérer la dignité qu'ils avaient essayé de lui voler. Et dans le calme de sa croissance, elle comprit quelque chose de puissant. Le silence ne signifiait pas la faiblesse. Parfois, il signifiait la renaissance. L'opportunité arriva un lundi matin ordinaire, lorsque Déborah reçut un email d'une multinationale de l'énergie étendant ses opérations dans la région du delta du Niger. Ils cherchaient un consultant en données à long terme pour gérer l'analyse de leur nouveau projet, un contrat valant plus qu'elle n'avait jamais rêvé. Ses mains tremblaient en relisant le message à plusieurs reprises. Elle postula, joignant ses meilleurs exemples de portfolio et une proposition détaillée. Une semaine plus tard, elle reçut une invitation pour un entretien. Nous avons été impressionnés par votre travail, disait l'email, et nous aimerions en discuter davantage. Elle inspira profondément, submergée par l'ampleur du moment. Pendant l'entretien, elle parla calmement de son approche de la résolution de problèmes, de son expérience avec les données de l'industrie pétrolière et de ses stratégies pour optimiser les rapports. Le jury hocha fréquemment la tête. Un directeur dit « Votre confiance est rafraîchissante, Madame Okafor ». Ils lui dirent que la phase finale impliquait une vérification interne et une enquête de fond par un tiers. Elle les remercia, sortit de l'immeuble de bureau et s'assit dans sa voiture, tremblant d'espoir. « Est-ce que ça arrive vraiment » chuchota-t-elle. Elle appela sa mère. « Maman, prie pour moi » dit-elle, la voix tremblante. Sa mère répondit « C'est ton heure. Dieu marchera devant toi. » Déborah rentra chez elle les fenêtres baissées, laissant la brise du soir emporter son anxiété. Elle savait qu'elle avait travaillé pour ça. Elle l'avait mérité. Mais elle n'imaginait pas que le chemin pour obtenir le contrat rouvrirait des blessures qu'elle avait enterrées. Des blessures liées à des gens qu'elle voulait effacer de son avenir pour toujours. Quand Déborah reçut un message disant que le cabinet contractant commencerait la vérification des antécédents, elle répondit simplement « Merci ». Elle n'avait rien à craindre. Sa vie à Port Harcourt avait été droite et propre. Mais au cœur de Lagos, dans un bureau qu'elle espérait ne plus jamais croiser, Ramon ouvrit un dossier et se figea à la vue de son nom. « Déborah Okafor » murmura-t-il, sa poitrine se serrant. Son assistant remarqua son alarme et demanda « Monsieur, un problème ?» Ramon secoua la tête rapidement. « Non, laissez ça sur mon bureau. » Dès qu'il fut parti, il composa le numéro de Charlotte. « Charlotte, c'est elle » dit-il d'une voix tremblante. À l'autre bout, Charlotte paniqua. « Comment ça, elle ?» Débit. Mais elle avait disparu. Ramon agrippa le bord de sa table. « Elle est de retour, et elle est sur le point de décrocher un énorme contrat. S'il découvre. » Il laissa sa phrase en suspens, terrifié par les conséquences. La voix de Charlotte se brisa sous la peur. « Ramon, fais quelque chose. Si sa vérité éclate, nous sommes finis. » Ramon faisait les 100 pas dans son bureau, en sueur. Le souvenir de leur trahison, celui qu'il croyait enterré à jamais, menaçait maintenant de ruiner toute sa carrière. Pendant ce temps, Déborah vaquait à ses occupations du soir, ignorant le chaos que son nom avait déclenché. Elle cuisinait tranquillement, révisait les données d'un client et répondait aux emails. Elle ne savait pas que le passé même qu'elle avait fui griffait le sol pour revenir vers elle. Le destin avait rouvert la porte qu'elle croyait avoir fermée définitivement. Mais cette fois, elle n'était pas la blessée. Elle était celle qui entrait avec une force qu'il n'avait jamais vue venir. Déborah fut invitée pour une réunion de négociation finale à Lagos. Elle fit ses bagages avec soin, des vêtements simples mais élégants, son ordinateur portable et la clé USB qu'elle gardait partout en sauvegarde. Lorsqu'elle monta dans l'avion, elle s'assit près du hublot,
regardant les nuages dériver. Je suis prête pour ça, chuchota-t-elle. Atterrir à Lagos remua des émotions qu'elle avait enfouies, de faibles souvenirs d'humiliation, mais elle carra les épaules et réserva un trajet vers le bureau de la multinationale. Lorsqu'elle entra dans la salle de conférence, elle sentit tous les yeux se tourner vers elle. Elle salua les directeurs d'un sourire poli avant de remarquer deux silhouettes au fond de la salle. Ramon et Charlotte. Son cœur s'arrêta momentanément, mais son expression ne scia pas. Charlotte semblait pâle. Ramon la fixait comme s'il avait vu un fantôme. Le directeur principal dit « Nous avons invité des représentants du cabinet d'audit dans le cadre de la diligence raisonnable. » Déborah hocha la tête calmement, sortant un bloc-notes. Ramon s'éclaircit la gorge et dit « Nous devons clarifier certaines choses. » Sa voix tremblait. Charlotte ne pouvait même pas lever les yeux. Déborah les regarda tous les deux, le visage indéchiffrable. « Nous pouvons procéder, dit-elle doucement. » La négociation commença, les chiffres furent discutés, les délais convenus, tandis que Ramon s'agitait nerveusement. Déborah resta posée, parlant clairement. Sa confiance réduisait au silence chaque doute dans la pièce. À un moment donné, le directeur des RH se pencha vers Déborah et chuchota « Vous avez une prestance impressionnante. » Déborah sourit faiblement, répondant « L'expérience nous façonne. » Si Ramon s'attendait à ce qu'elle tremble ou craque, il avait mal calculé. Elle n'était plus la mariée blessée cachée sous un lit. Elle était la femme marchant la tête haute dans des pièces construites pour le pouvoir. Quand les négociations prirent fin, le directeur principal demanda si elle avait des dernières préoccupations avant la signature. Déborah se recula légèrement, ouvrit son sac à main et sortit une clé USB. La salle devint instantanément silencieuse. Les mains de Ramon tremblaient visiblement. Les lèvres de Charlotte s'entr'ouvrirent comme si elle avait oublié comment respirer. Déborah posa doucement la clé USB sur la table. « J'ai un élément pertinent concernant l'intégrité du processus, dit-elle. » Le conseil échangea des regards curieux. Ramon se leva précipitamment. « Ce n'est pas nécessaire. »« Asseyez-vous, » ordonna le directeur. Déborah brancha la clé au projecteur et cliqua sur lecture. La salle s'emplit des voix inconfondables de Ramon et Charlotte, riant, chuchotant, la trahissant lors de sa nuit de noces. Des halètements résonnèrent dans la salle de conférence alors que l'enregistrement jouait. Ramon s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage. Charlotte commença à trembler, des larmes coulant de manière incontrôlable. L'un des directeurs se tourna vers eux, dégoûté. « C'est honteux. » Un autre murmura, « Non éthique ne commence même pas à décrire cela. » Déborah ne dit rien. Elle croisa simplement les mains sur la table, son expression calme, presque sereine. Quand la vidéo se termina, elle retira la clé USB, la remit dans son sac et regarda le conseil. « Je crois que la transparence est importante, dit-elle. » Le directeur principal hocha la tête sèchement. « Madame Okafor, votre professionnalisme est louable. Considérez le contrat comme approuvé. » Ils se tournèrent vers Ramon. « Votre cabinet est définitivement disqualifié de notre liste de fournisseurs. » Alors que les directeurs se levaient, Charlotte tendit la main vers Déborah, faiblement. « S'il te plaît, Déby. » Déborah recula. « Ne m'appelle pas comme ça, » dit-elle doucement avant de sortir de la pièce la tête haute. Pour la première fois, le monde était témoin de sa vérité, et cela fracassait chaque mensonge qu'ils avaient utilisé pour l'enterrer. En sortant de la salle de conférence, Déborah ressentit un calme qui l'enveloppa comme une seconde peau. Elle ne pleura pas, elle ne trembla pas. Elle inspira simplement, laissant sa victoire s'installer tranquillement. Pendant ce temps, à l'intérieur, les directeurs continuaient de passer un savon à Ramon. « Votre cabinet a fait preuve d'un niveau de manque de professionnalisme auquel nous ne pouvons être associés, » dit l'un d'eux durement. Ramon, trempé d'humiliation, murmura « S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. » Mais le directeur secoua la tête. « Cette affaire va au-delà du business, cela concerne le caractère. » Charlotte, tremblant toujours, s'approcha du conseil en suppliant. « Nous étions plus jeunes, c'était une erreur. » Le directeur des RH l'interrompit froidement, « Une erreur qui a détruit la vie d'une femme. Vous devriez avoir honte tous les deux. » Ramon enfouit son visage dans ses mains alors que leur entreprise était formellement retirée du programme des fournisseurs de la multinationale. Dehors, Déborah attendait son transport. Ramon sortit en titubant quelques instants plus tard.
Déborah, s'il te plaît, écoute, supplia-t-il en tendant la main vers elle. Elle recula. Ne me touche pas, dit-elle calmement. Tout ce que tu as ruiné t'est revenu aujourd'hui. Il secoua la tête violemment. Je n'ai jamais voulu te blesser de cette façon. Elle soutint son regard sans ciller. Mais tu l'as fait, et tu as menti sur moi. Tu m'as enterré sous des histoires que je ne pouvais pas combattre à l'époque. Charlotte trébucha derrière lui, essuyant ses larmes. Déby, s'il te plaît, nous avons tout perdu. Les yeux de Déborah s'oussirent, non pas de pardon, mais de clarté. Je ne vous ai pas détruit, dit-elle. Vos actions l'ont fait. Elle entra dans sa voiture et ferma la portière, les laissant debout sur le trottoir avec leur honte, qui les avalait tout entiers. Pour une fois, la justice s'était déroulée sans qu'elle n'ait à élever la voix. Leur chute venait de leur propre cruauté. De retour à Port-Harcourt, la vie de Déborah s'épanouit comme un jardin, enfin arrosé après des années de sécheresse. Le contrat avec la multinationale transforma son cabinet de conseil du jour au lendemain. Elle loua un appartement plus grand avec des fenêtres lumineuses et un balcon donnant sur les lumières de la ville. Elle embaucha 2 analystes juniors, des filles jeunes et ambitieuses qui lui rappelaient elles-mêmes. N'ayez pas peur des défis, leur dit-elle lors de leur intégration. Votre croissance vit à l'intérieur des tâches difficiles. Elle animait des ateliers virtuels, enseignant à des dizaines de débutants comment naviguer dans les outils avec lesquels elle avait autrefois lutté. Sa boîte de réception débordait de messages d'étudiants disant « Vous avez changé ma vie. Votre histoire m'a donné du courage. Merci de croire en nous. » Déborah souriait doucement à chaque message, reconnaissante d'avoir la chance d'élever les autres sans se perdre elle-même. Elle se traitait avec douceur désormais, achetant des roses fraîches pour sa table chaque semaine, faisant des promenades le soir près du front de mer, mangeant dans des restaurants calmes le dimanche. Elle parlait à sa mère quotidiennement, riant plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Quand Amy vint la voir depuis Lagos, elle regarda Déborah avec admiration. « Tu rayonnes, dit-elle. Tu ressembles à quelqu'un qui a trouvé la paix. » Déborah gloussa. « Je me suis trouvée moi-même, répondit-elle. » Elle ne portait plus le poids de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sa force était douce, constante et profondément enracinée. Elle était devenue une femme que les gens admiraient, non pas à cause de l'argent ou du succès, mais parce qu'elle s'était relevée d'un chagrin d'amour avec sa dignité intacte. Elle savait qu'elle était entrée dans un nouveau chapitre de sa vie, et elle avait l'intention de le vivre pleinement sans peur, sans excuse, et sans jamais se faire toute petite à nouveau. La vie de Ramon s'effilocha silencieusement. Son cabinet perdit rapidement des clients après la décision de la multinationale, et son partenaire commercial finit par partir. Il essaya de postuler pour de nouveaux contrats, mais l'industrie chuchotait à propos de sa mauvaise conduite. Manque d'intégrité, murmuraient les gens. En un an, son bureau ferma. Il déménagea dans un appartement plus petit, son téléphone rempli d'appels sans réponse vers des gens qui ne le respectaient plus. Parfois, il repassait l'enregistrement de la nuit de noces, secouant la tête de regret. « Comment ai-je tout perdu » chuchotait-il dans l'obscurité. Charlotte ne s'en sortit pas mieux. Son mariage, déjà fragile, s'effondra complètement. Elle déménagea dans une petite chambre louée à Agege, survivant grâce à de petits travaux de couture et des faveurs occasionnelles. Quand les ragots sur sa trahison refirent surface, les gens l'évitèrent. Elle s'asseyait souvent seule sur son lit, serrant ses genoux, chuchotant « Déborah ne s'est même pas défendue. Elle ne s'est pas battue. » Ce silence les hantait plus que n'importe quelle vengeance n'aurait pu le faire. Déborah, quant à elle, vivait doucement et paisiblement. Un soir tranquille, elle se tenait sur son balcon surplombant la ville, la brise effleurant doucement ses cheveux. Elle tenait une tasse de thé, regardant les lumières scintiller au loin. Son voyage avait été douloureux, mais il l'avait mené quelque part de beau, quelque part de stable. Elle se chuchota à elle-même, « Mon silence m'a sauvé. Ma croissance m'a vengé. » Elle ne célébrait pas leur chute. Elle ne s'attardait pas dessus non plus. Leurs conséquences étaient simplement rentrées au bercail. Elle inspira profondément, laissant l'air frais remplir ses poumons. Elle s'était élevée sans amertume, reconstruite sans vengeance, et épanouie sans bruit. Et dans ce triomphe silencieux, Déborah comprit enfin son pouvoir, non pas dans les cris, non pas dans le combat, mais dans le fait de partir et de devenir tout ce qu'il pensait qu'elle ne pourrait jamais être. Voici le verset biblique, Psaume 37, verset 6, version Louis II, « Il fera paraître ta justice comme la lumière,
et ton droit comme le soleil à son midi. Cela reflète comment la vérité et la dignité de Déborah ont fini par éclater au grand jour sans qu'elle ait besoin de se battre ou de se défendre bruyamment. Morale de l'histoire, peu importe la profondeur de la blessure causée par la trahison, votre silence, votre croissance et votre respect de vous-même peuvent devenir votre plus grande forme de justice. La vraie force n'est pas dans la vengeance, mais dans le fait de se relever, de guérir et de devenir tout ce qu'il croyait que vous ne pourriez jamais être. Prière de clôture, Père Céleste, merci pour la force de nous relever de chaque douleur et la sagesse de nous éloigner de ce qui détruit notre paix. Aide-nous à faire confiance à ton timing, à compter sur ta justice et à devenir les personnes que tu as créées. Guide nos pas, guéris nos cœurs et laisse ta lumière nous conduire toujours vers l'avant. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.